Elle était à genoux sur le béton, si chaud qu'il la brûlait à travers l'épaisseur de son jean. Les menottes lui cisaillaient les poignets derrière son dos. Le commandant Stéphane Mercier pressa la semelle de sa botte de service contre son omoplate et il rit. Un rire sec et méprisant, tandis que son insigne de la DGSI tombait en cliquetant sur l'asphalte. DGSI, sa voix suintait la moquerie. Prouve-le, ma jolie. Les autres gendarmes se joignirent à sa hilarité. Quelqu'un filmait la scène avec son téléphone. La petite foule rassemblée à la station-service observait dans un silence pesant. Personne ne bougeait pour l'aider. Il pensait qu'elle n'était qu'une autre journaliste faiseuse d'histoire. Il se trompait lourdement. Ceci est l'histoire de comment une femme a fait tomber un empire de corruption vieux de 20 ans. Pas avec des armes, ni avec des renforts, mais avec quelque chose de bien plus dangereux, des preuves. Et elle les avait collectées, méticuleusement, pendant 18 mois. Saint-Rémy-de-Provence, un village d'environ 10 000 habitants en Provence. Le genre d'endroit où la gendarmerie locale ne se contentait pas d'appliquer la loi. Ils étaient la loi. Chloé Dubois arrêta sa berline de location à la station-service Total sur la départementale. Il était 14h14, un mardi. Le climat de mars en Provence était déjà celui d'un été précoce, chaud, sec, poussiéreux. Elle venait juste de finir de remplir son réservoir quand le véhicule de la gendarmerie se gara derrière elle, gyrophares allumés. Pas de sirène, juste les lumières bleues silencieuses et menaçantes. L'agent Léo Durand sortit du véhicule. La trentaine, lunettes de soleil aviateur. Le genre d'arrogance qui vient de n'avoir jamais été remis en question. Il prit tout son temps pour s'approcher d'elle. Papier du véhicule et permis de conduire, dit-il. Aucune salutation, aucune explication. Chloé garda ses mains bien visibles. Bien sûr, monsieur l'agent. Puis-je savoir de quoi il s'agit? Feu arrière défectueux. Elle jeta un coup d'œil à ses feux arrière dans le rétroviseur. Les deux fonctionnaient parfaitement. Elle les avait vérifiés le matin même. Une habitude acquise après 18 mois de prudence extrême. Je crois qu'ils fonctionnent tous les deux, agent. La mâchoire de Durand se contracta. Vous êtes en train de me traiter de menteur? Pas du tout. Je serais ravi de sortir et de vérifier avec vous. Restez dans le véhicule. Il prit ses papiers et retourna à sa voiture de patrouille. 40 longues minutes s'écoulèrent. Chloé resta assise, les mains sur le volant à 10h10. Elle pouvait voir Durand dans sa voiture, la regardant de temps en temps dans son rétroviseur, parlant dans sa radio. L'employé de la station-service était rentré à l'intérieur. Les quelques autres clients gardaient leur distance, comme si une zone de quarantaine invisible s'était formée autour d'elle. Quand Durand revint enfin, il était accompagné de 2 autres voitures de gendarmerie. Le troisième véhicule n'était pas une voiture de patrouille standard, mais une Renault Trafic noire avec des gyrophares sur le toit et une étoile de gendarmerie sur la portière. Le commandant Stéphane Mercier en sortit comme s'il possédait le sol sur lequel il marchait. 55 ans, peau tannée par le soleil, cheveux poivre et sel coupés en brosse. Son insigne pendait de travers sur sa poitrine. Délibérément, nota Chloé, un geste de pouvoir. Le genre d'homme qui tord les règles parce qu'il le peut. Une petite foule avait commencé à se former. Quelques locaux, des touristes, une famille avec des enfants achetant des glaces, tous observaient la scène avec une curiosité mêlée de crainte. Mercier prit les papiers de Chloé des mains de Durand sans même y jeter un œil. À la place, il la dévisagea à travers la vitre du conducteur. Sortez du véhicule, madame. Chloé obéit lentement, gardant toujours ses mains visibles. L'agent Durand dit que vous avez eu un comportement hostile. J'ai été parfaitement coopérative, commandant. J'attendais simplement. Attendiez. Mercier sourit. Un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. 40 minutes. C'est de la patience, ça. Beaucoup de patience. Je me demande bien pourquoi vous êtes si calme. Il fit un signe de tête à Durand. Fouillez le coffre. Commandant, avez-vous un motif raisonnable pour, j'ai dit, fouiller le coffre? Durand l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un sac d'appareils photo, du matériel d'enregistrement, des câbles de chargement et un carnet en cuir. Mercier le prit, l'ouvrit et commença à lire à haute voix. Une source anonyme rapporte que la gendarmerie locale extorque des commerçants.
Les estimations varient de 5 cents à 5 000 € par mois. Il leva les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon travail, commandant. Je suis journaliste, et c'est protégé par « Vous êtes journaliste ». Mercier tendit le carnet à Durand. Vous avez entendu ça, les gars? On a une journaliste. D'où? Paris, Lyon? Je suis indépendante. Indépendante. Il étira le mot comme s'il s'agissait d'un poison. Et vous êtes ici pour écrire des histoires sur nous. Sur moi. Chloé soutint son regard. J'écris sur la communauté, commandant. Je ne fais que poser des questions. Eh bien, le sourire de Mercier s'élargit. Laissez-moi vous donner quelques réponses. Chloé glissa lentement la main vers le téléphone dans la poche de sa veste. Je voudrais enregistrer cette interpellation si ça ne vous, la main de Mercier fusa. Il lui arracha le téléphone avant même qu'elle ne puisse le lever. Vous voulez enregistrer quelque chose? Il le brandit devant la foule. Enregistrez ça. Il le projeta sur le béton. Une fois, 2 fois, 3 fois. L'écran se fissura comme une toile d'araignée, puis vola complètement en éclats. Des morceaux de plastique et de verre se dispersèrent sur le sol. La foule murmura. Une femme porta la main à sa bouche, mais personne ne bougea. Personne ne dit un mot. Chloé se força à rester calme. Son cœur battait la chamade contre ses côtes, mais sa voix resta stable. C'est une destruction de biens personnels. Il me faudra votre numéro de matricule pour la plainte que je vais déposer. Une plainte. Mercier éclata de rire, un son aigu et laid. Vous pourrez la déposer depuis une cellule. Il fit un signe de tête à Durand. Menottez-la. Pour quel motif? Agression sur un agent. Je n'ai touché personne. Vous avez tenté de frapper l'agent Durand quand il s'est approché de votre véhicule. Je l'ai vu. Il l'a vu. L'agent Lucas Bernard l'a vu aussi. Mercier désigna le 3e gendarme. Ça fait 3 dépositions sous serment contre votre parole. Durand sortit les menottes. Chloé ne résista pas. Elle ne se débattit pas. Elle le laissa lui passer les menottes au poignet, sentit le métal froid mordre sa peau. Elle sentit le soleil taper sur sa nuque. Tandis qu'on la poussait vers la voiture de gendarmerie, elle regarda la foule une dernière fois. Un adolescent filmait avec son téléphone. Un homme plus âgé secouait lentement la tête. Une femme maghrébine avait les larmes aux yeux. Personne n'intervint. À travers la vitre poussiéreuse de la voiture, Chloé vit la foule se disperser. L'adolescent au téléphone avait déjà été approché par l'agent Bernard. La vidéo était probablement déjà effacée. L'homme plus âgé se hâta vers sa camionnette. La femme maghrébine pressa ses enfants vers sa voiture, jetant un regard par-dessus son épaule comme si elle craignait d'être la suivante. C'était la peur. Une peur systémique, entretenue. C'était ce que 18 mois d'enquête lui avaient appris. Saint-Rémy-de-Provence n'était pas juste un village avec un problème de corruption. C'était un village où la corruption avait complètement remplacé la loi, où la gendarmerie ne servait pas la communauté, elle la contrôlait. Et personne ne se rebellait parce qu'ils avaient appris que se débattre ne faisait qu'empirer les choses. Chloé testa les menottes, un modèle standard à double verrouillage. Ses poignets commençaient déjà à lui faire mal. La voiture de patrouille sentait le café froid et la sueur. Pas de caméra à l'intérieur. Elle l'avait remarqué immédiatement. La caméra de tableau de bord avait un morceau de ruban adhésif sur l'objectif. Évidemment. Durand s'installa au volant. Il la regarda dans le rétroviseur. Vous auriez dû quitter le village, dit-il à voix basse, presque gentiment. C'est ce que les autres ont fait. Combien d'autres? Il ne répondit pas. Il démarra le moteur. Alors qu'il s'éloignait de la station-service, Chloé aperçut une dernière fois sa voiture de location. Toujours garée près de la pompe, le coffre ouvert, son matériel éparpillé, son téléphone détruit scintillant sous le soleil. Mais Mercier et ses hommes ne savaient pas pour le téléphone de secours dans sa chaussure. Ils ne savaient pas pour le micro-enregistreur qu'elle portait sur la bretelle de son soutien-gorge depuis 18 mois. Ils ne savaient pas que chaque mot qu'il venait de prononcer avait été transmis en temps réel à un serveur de la DGSI à Marseille. 14h32. Mardi 12 mars.
Le début de la fin. La gendarmerie de Saint-Rémy-de-Provence occupait un bâtiment trapu en briques sur l'avenue principale. Il ressemblait plus à un bunker qu'à un poste de police. Petite fenêtre, porte lourde, le genre d'endroit conçu pour garder les gens à l'intérieur, pas pour les accueillir. Durand se gara sur le parking arrière, loin de la rue, loin des témoins. À l'intérieur, la gendarmerie était exactement comme Chloé l'avait imaginé. Les néons au plafond bourdonnaient, baignant tout d'une lumière jaune verdâtre maladive. L'air sentait le désinfectant qui essayait de masquer une odeur pire. La sueur, le moisi, le vieux café. On la fit passer devant le bureau d'accueil, vide, personne de service. Puis dans un couloir étroit, sol en linoléum, mur beige avec des taches d'humidité. Des photos d'anciens commandants étaient alignées sur un mur. La photo de Mercier était au centre, plus grande que les autres. Il était commandant depuis 23 ans. 23 ans de ça. La salle d'interrogatoire était au bout du couloir. Durand ouvrit la porte et la fit entrer. Une table en métal, 2 chaises, des murs en parpaing. Un support pour caméra dans le coin, mais pas de caméra. Juste le support vide. Chloé nota mentalement ce détail. « Asseyez-vous » dit Durand. Elle s'assit. La chaise en métal était froide, même à travers son jean. « Je dois passer un appel. J'ai droit, le système téléphonique est en panne. » Durand n'essaya même pas de rendre cela crédible. Il pourrait revenir dans quelques heures. Ou pas. Il la laissa là, menottée, seule. La porte se referma avec un clic lourd. Final. Chloé compta jusqu'à 60. Puis elle examina la pièce. Pas de miroir sans teint. Trop évident. Mais il y aurait un micro quelque part. Peut-être plusieurs. Elle balaya du regard les coins du plafond, le luminaire, la bouche d'aération. Là. Un petit cercle noir dans la grille d'aération. Lentille ou microphone. Probablement les deux. Elle bougea sur sa chaise, testant à nouveau les menottes. Si nécessaire, elle pourrait s'en défaire. Elle avait été entraînée pour ça. Mais pas encore. Elle devait voir jusqu'où ils iraient. Elle devait les laisser se sentir en confiance. Elle avait besoin qu'ils parlent. 18 mois à monter un dossier, et elle était enfin dans leur antre. Les néons bourdonnaient. La climatisation se mit en marche avec un cliquetis. Quelque part dans le couloir, une porte claqua. Chloé attendit. Elle était très douée pour attendre. La porte s'ouvrit 90 minutes plus tard. Le commandant Mercier entra, tenant un dossier en carton. Il le jeta sur la table. Le bruit sec résonna contre les murs. Il ne s'assit pas, se contentant de la surplomber, les bras croisés. « Vous savez ce que c'est » Chloé ne répondit pas. « C'est votre dossier. Et c'est une lecture intéressante. » Il l'ouvrit. Chloé Dubois, 29 ans. Dernière adresse connue à Marseille. Pas d'employeur actuel déclaré. Antécédent de, il marqua une pause pour les faits. Activisme, arrestation lors de manifestations, trouble à l'ordre public. Ce dossier est un faux. Vraiment ? Mercier se pencha, les mains sur la table, assez près pour qu'elle puisse sentir son après-rasage. Ou peut-être que vous êtes le genre de personne qui pense que les règles ne s'appliquent pas à elle. Qui vient dans les villes des autres pour semer le trouble. Je voudrais contacter mon avocat. Le téléphone est toujours en panne. Alors je voudrais parler à un officier supérieur. Quelqu'un du parquet, peut-être. Mercier sourit. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ? La cavalerie ne viendra pas. Il n'y a personne à appeler. Vous êtes chez moi, maintenant. Il tira la chaise en face d'elle et s'assit enfin, détendu, comme s'ils étaient de vieux amis prenant un café. J'ai eu affaire à 8 femmes comme vous, dit-il d'un ton conversationnel. Des journalistes, des militantes, des âmes charitables. Elles viennent ici en pensant qu'elles vont sauver les pauvres gens sans papier, dénoncer les gendarmes corrompus d'un petit village. Vous savez ce qui leur est arrivé ? Chloé garda un visage neutre. Elles sont parties. Elles sont reparties vers le nord la queue entre les jambes parce qu'elles ont vite compris que personne ici ne veut être sauvé, et que personne ne croira leurs petites histoires.
Il tapota le dossier fabriqué. Alors voilà ce qui va se passer. Vous allez signer une déclaration admettant que vous avez déposé une fausse plainte, et vous allez ficher le camp d'ici. Ou bien, il laissa la menace en suspens. Ou bien quoi? Ou bien vous allez voir à quel point notre système judiciaire peut être créatif. Mercier ouvrit plus grand le dossier, le tourna pour que Chloé puisse voir. À l'intérieur se trouvaient des rapports de gendarmerie, des photos d'identité judiciaire. Pas les siennes, mais celles de quelqu'un qui lui ressemblait assez en basse résolution. Des procès-verbaux d'arrestation de Marseille, Lyon, Paris. Tous faux, tous fabriqués par des professionnels. Voyons voir, Mercier lut la première page. Juin 2022. Arrêté pour trouble à l'ordre public lors d'une manifestation dans le centre de Marseille. Septembre 2022. Violation de propriété privée. Un chantier de construction, apparemment. Janvier 2023, agression sur un agent de sécurité dans un centre commercial à Lyon. Je continue? Rien de tout cela n'est réel. Passer mes empreintes au fichier AFI. Vérifier avec la base de données de la DGSI. La base de données de la DGSI. Mercier se renversa sur sa chaise. Vous regardez beaucoup de séries policières, Chloé? Vous croyez qu'on est à la télé? Nous sommes une petite brigade. Nous n'avons pas d'accès direct aux bases de données centrales. On doit envoyer des demandes, et ça prend du temps. Alors, envoyez une demande. Oh, je le ferai. Je devrais avoir une réponse d'ici 3-4 semaines. Il haussa les épaules. Bien sûr, vous serez en détention provisoire d'ici là. Sans caution. Vous présentez un risque de fuite. Une étrangère au village avec un passé violent. Chloé se força à respirer lentement, à rester calme. C'est une détention illégale. Vous le savez. Je le sais. Ce que je sais, dit Mercier en se penchant de nouveau vers elle, c'est que vous vous promenez dans mon village depuis des semaines, à poser des questions sur moi, sur ma brigade, à parler à des gens qui n'ont rien à faire de parler à des journalistes. À faire des allégations. Rapporter des faits n'est pas faire des allégations. Des faits. Il rit. En voilà un, de faits. Je suis le commandant de Saint-Rémy-de-Provence depuis 23 ans. J'ai assuré la sécurité de ce village. J'ai maintenu un faible taux de criminalité. J'ai empêché les trafiquants de drogue de transformer cet endroit en un nouveau Marseille-Nord. Vous savez comment j'ai fait ça? Chloé ne répondit pas. En ne laissant pas des étrangers venir ici me dire comment faire mon travail. En m'assurant que tout le monde comprenne qu'il y a une loi dans ce village, la mienne. Il se leva, ramassa le dossier. Vous avez deux options. Signer la déclaration et partir, ou passer les prochaines 72 heures dans une cellule de la taille d'un placard à 40 degrés, et ensuite on parlera des charges. Il se dirigea vers la porte, s'arrêta, la main sur la poignée. C'est moi qui dirige ce village, Chloé. Base de données de la DGSI, le parquet, tout ce que vous croyez qui va vous sauver, rien de tout ça ne compte ici. Seul moi compte. La porte claqua derrière lui. 6 heures plus tard, on la transféra dans une cellule de garde à vue. 2,5 mètres sur 2,5. Une banquette en métal boulonnée au mur, des toilettes sans siège, pas de fenêtre. La température devait approcher les 35 degrés. La climatisation était cassée ou délibérément éteinte. Chloé s'assit sur la banquette et fit le point. Ses poignets étaient à vif à cause des menottes. Sa gorge était sèche. On ne lui avait offert ni eau, ni nourriture. Des tactiques d'intimidation standard. Mais elle avait été entraînée pour pire que ça. À la 7e heure, elle prit sa décision. Quand l'agent Durand vint vérifier, elle était prête. Je dois parler au commandant Mercier. Durand parut surpris. Vous êtes prête à signer la déclaration? Je suis prête à clarifier ma situation. 15 minutes plus tard, Mercier entra dans la cellule, bras croisés, ce même sourire exaspérant aux lèvres. Vous vouliez me parler? Chloé se leva lentement, se pencha et retira sa chaussure gauche. Puis elle décolla la semelle intérieure. L'insigne de la DGSI était mince, spécialement conçu pour le travail d'infiltration. Elle le tint entre deux doigts. Agent spécial Chloé Dubois, bureau de la DGSI de Marseille.
Numéro de matricule 7429. Je mène une enquête fédérale sur la corruption publique. Vous êtes actuellement en violation de la loi pour agression sur agent de la DGSI. Pendant un instant, peut-être une demi-seconde, l'incertitude vacilla sur le visage de Mercier. Puis il rit. Vraiment, il rit. Il appela par-dessus son épaule. Durand, viens voir ça, tu vas adorer. Chloé garda la main ferme, l'insigne bien visible, mais elle sentait déjà la situation lui échapper. Elle sentait l'espoir se transformer en effroi. Ça n'allait pas marcher. Durand apparut à la porte. 2 autres agents se pressèrent derrière lui. Bernard et un autre que Chloé ne reconnaissait pas. Mercier lui prit l'insigne, le tint à la lumière du néon comme s'il inspectait un faux billet. DGSI. Il le retourna. Agent spécial. Ça a l'air plutôt officiel, non? Durand s'approcha. C'est vrai? Vrai. Mercier le lui tendit. Bien sûr. Tu peux acheter ça sur Amazon pour 50 €. J'en ai vu de meilleurs dans des magasins de déguisement. Les agents rirent. Bernard sortit son téléphone et commença à filmer. Répétez-le, dit-il, caméra au point. Dites-nous que vous êtes de la DGSI. Chloé garda une voix égale. Je suis l'agent spécial Chloé Dubois. Si vous appelez l'agent spécial responsable Nicolas Moreau au bureau de Marseille et que vous lui donnez le code d'authentification Tango 77 Whisky, il confirmera mon identité. Tango 77 Whisky, répéta lentement Mercier, moqueur. Vous avez entendu ça, les gars? Elle a des codes et tout. Très professionnel. Durand examinait l'insigne de plus près maintenant, son sourire s'effaçant légèrement. Commandant, ça a l'air vrai. Ça a l'air faux. Mercier le lui arracha des mains. Voilà ce qu'on va faire. Je vais appeler la DGSI. La vraie DGSI. Et je vais leur demander s'ils ont un agent nommé Chloé Dubois qui travaille à Saint-Rémy-de-Provence. Il sortit son téléphone, fit mine de chercher un numéro. Voyons voir. Bureau de la DGSI de Marseille. Voilà. L'estomac de Chloé se noua. Elle savait ce qui allait arriver. Procédure opérationnelle standard pour les agents infiltrés. Aucune confirmation via les canaux publics, aucune vérification à moins que les protocoles appropriés ne soient suivis. Moreau ne pourrait pas reconnaître son identité via une ligne de renseignement général. Mercier mit le téléphone sur haut-parleur. Oui, bonjour, ici le commandant Stéphane Mercier, gendarmerie de Saint-Rémy-de-Provence. J'ai besoin de vérifier si vous avez un agent nommé Chloé Dubois, actuellement affecté dans notre secteur. Une pause, puis une voix féminine et professionnelle. Je suis désolé, commandant. Je n'ai aucune trace de ce nom dans notre annuaire du personnel actuel. Puis-je vous aider pour autre chose? Le sourire de Mercier était triomphant. Non, madame. C'est tout ce dont j'avais besoin. Il raccrocha. Il brandit l'insigne. Amazon. 50 €. On la relâcha le lendemain matin avec un avertissement. 24 heures pour quitter Saint-Rémy-de-Provence. Chloé ne partit pas. Au lieu de cela, ce soir-là, elle se rendit à la réunion du conseil municipal à la mairie de Saint-Rémy-de-Provence. Un forum public ouvert à tous les résidents. Elle avait fait ses recherches. La loi exigeait des périodes de commentaires publics. Il ne pouvait pas lui interdire l'entrée sans motif. La salle du conseil était petite, peut-être 60 sièges, à moitié plein. Des commerçants locaux, quelques familles, quelques résidents âgés. Tous se tournèrent pour la regarder quand elle entra. La femme qui avait été arrêtée la veille. Les nouvelles voyages vides dans les petits villages. Chloé prit place au dernier rang. À la table d'honneur siégeaient 5 membres du conseil. Au centre, la mère Monique Leroy, la soixantaine. Cheveux gris argentés relevés en un chignon serré, lunettes de lecture sur une chaîne. Elle portait un blazer bleu marine et des boucles d'oreilles en perles, l'image même de l'autorité respectable d'un petit village. Le commandant Mercier était assis au premier rang sur le côté, ne faisant pas officiellement partie du conseil, mais clairement présent en tant qu'observateur. Il vit Chloé immédiatement, sourit, et la salua de 2 doigts. La réunion s'éternisa sur des questions de routine, rapports budgétaires,
discussion sur le zonage, approbation de permis. Chloé attendit. Finalement, la mère Leroy annonça les commentaires publics. Chloé se leva, se dirigea vers le micro dans l'allée centrale. Le silence se fit dans la salle. Donnez votre nom pour le procès-verbal, dit froidement Leroy. Chloé Dubois. Je suis ici pour signaler un incident de détention illégale et de destruction de biens par la gendarmerie de Saint-Rémy-de-Provence. Des murmures parcoururent l'assistance. Le sourire de Mercier ne faiblit pas. Leroy retira ses lunettes de lecture, les plia soigneusement. Mademoiselle Dubois, le conseil est au courant que vous avez été placée en garde à vue hier pour agression sur un agent. Si vous avez une plainte concernant votre arrestation, vous êtes libre de déposer une plainte officielle via les canaux appropriés. Les canaux appropriés seraient ce forum public, Madame la maire. Je suis une journaliste menant une enquête dans votre communauté et vous avez été arrêté légalement, l'interrompit Leroy. Nous avons examiné le rapport d'incident. Les agents Durand, Bernard et le commandant Mercier ont tous été témoins de votre comportement agressif. Si vous n'êtes pas satisfaite du résultat, vous pouvez faire appel auprès du tribunal. J'ai des preuves, mademoiselle Dubois? La voix de Leroy était de la soie sur de l'acier. Le téléphone que vous prétendez avoir été détruit? Nous n'avons aucune trace de cela. Le matériel photo que vous dites avoir été confisqué? Il vous a été rendu ce matin, sans dommage. À moins que vous n'ayez de nouvelles informations, je crains que ce conseil ne puisse vous aider. Chloé tenait son téléphone de remplacement, acheté le matin même. Je peux fournir un témoignage sous serment sur un témoignage. La mère Leroy sourit finement. Mademoiselle Dubois, ceci est une réunion du conseil municipal, pas un procès. Nous ne prenons pas de témoignage ici. Le conseiller municipal Antoine Garcia, assis à la droite de Leroy, hocha la tête. Si vous pensez qu'un crime a été commis, déposez un rapport de gendarmerie. Déposez un rapport de gendarmerie auprès du service qui m'a détenu illégalement? Il n'y avait rien d'illégal dans votre détention, dit le conseiller municipal Laurent Rodriguez depuis le côté gauche de la table. Vous avez été arrêté pour un motif valable, traité selon le protocole et libéré dans les 24 heures. C'est la procédure standard. Chloé regarda autour d'elle. Les autres résidents fixaient leurs genoux. Personne ne croisait son regard. Elle en reconnut une, la femme maghrébine de la station-service, celle qui avait eu les larmes aux yeux. Elle était maintenant assise, raide, les mains serrées, le regard dans le vide. Je crois savoir que plusieurs autres journalistes ont tenté de faire des reportages sur les activités des forces de l'ordre à Saint-Rémy-de-Provence ces dernières années, dit Chloé. Que leur est-il arrivé? Ils sont partis, dit simplement la mère Leroy. Tout comme vous devriez le faire. Pourquoi ont-ils été harcelés? Ils ont réalisé qu'il n'y avait pas d'histoire ici. Saint-Rémy-de-Provence est une communauté paisible. Nous avons le même commandant depuis plus de 2 décennies parce qu'il assure notre sécurité. Les taux de criminalité sont bas. Les résidents sont satisfaits. Leroy se pencha légèrement en avant. Si vous cherchez la corruption, mademoiselle Dubois, vous cherchez au mauvais endroit. Le commandant Mercier se leva de son siège. Il se tourna pour faire face directement à Chloé. Je pense que ce que madame la maire essaie de dire, annonça-t-il assez fort pour que toute la salle l'entende, c'est que nous n'apprécions pas que des étrangers viennent ici faire des accusations. Surtout de faux agents de la DGSI. Quelques personnes rirent, d'autres bougèrent, mal à l'aise. C'est votre dernier avertissement, dit Leroy. Elle prit son maillet. Quittez Saint-Rémy-de-Provence, mademoiselle Dubois. Il n'y a rien pour vous ici. Elle frappa le maillet une fois. Sec. Finale. La séance est levée. Les membres du conseil se levèrent, commencèrent à rassembler leurs papiers. Mercier se dirigea vers la sortie, s'arrêtant pour taper sur l'épaule d'un des résidents âgés, jouant au bon commandant. Chloé resta au micro un instant de plus, puis se tourna et sortit. Derrière elle, elle entendit des chuchotements, sentit le poids des regards dans son dos. Personne ne la suivit. Elle trouva Antoine Perrin sur le parking derrière l'ancien bâtiment du journal Le Provençal. Le journal avait fermé il y a 5 ans. Le bâtiment était toujours là, rue Gambetta, les fenêtres couvertes de papier, une enseigne, à louer, délavée par le soleil et les intempéries.
Antoine travaillait sous le capot d'une camionnette utilitaire, son entreprise de mécanique mobile, à en juger par le panneau magnétique sur la portière. 38 ans. Corpulence robuste, taches de graisse sur les mains et les avant-bras. Il leva les yeux quand son ombre tomba sur le bloc moteur. « Je ne prends pas de nouveaux clients aujourd'hui, » dit-il sans la regarder. « Je ne cherche pas un mécanicien. Je m'appelle Chloé Dubois. Je sais qui vous êtes. » Il attrapa une clé à molette, ajusta quelque chose dans le moteur. « Tout le monde sait qui vous êtes. La fausse agent de la DGSI qui s'est fait arrêter. Je ne suis pas fausse. Peu importe ce que vous êtes. Vous devez me laisser tranquille. » Chloé s'approcha. « Vous étiez gendarme ici. Gendarmerie de Saint-Rémy-de-Provence, de 2019 à 2023. Vous avez été renvoyé pour insubordination. Quels ordres ?» La mâchoire d'Antoine se crispa. Il referma le capot d'un coup sec. « Qui vous a dit ça ? » Les archives publiques. Votre licenciement a été classé comme refus d'obéir aux ordres. Quels ordres ? Madame. Je ne sais pas ce que vous croyez faire, mais vous devez partir. Tout de suite. Je sais ce que vous essayez de faire. Antoine jeta la clé dans sa boîte à outils avec force. Vous essayez de me faire tuer, ou jeter en prison, ou les deux ? Vous croyez que vous êtes la première à venir fouiner et poser des questions sur Mercier ? Vous vous croyez spécial ? Il attrapa un chiffon, s'essuya les mains. Il y en a eu 8 avant vous. 8 journalistes, militants, peu importe. Vous savez où ils sont maintenant ? Partis. Assez intelligents pour s'enfuir tant qu'ils le pouvaient encore. Je ne vais nulle part. Alors vous êtes stupide. Antoine ramassa sa boîte à outils. Et je ne peux pas aider les gens stupides. C'est mauvais pour les affaires, mauvais pour ma santé. Il se dirigea vers sa camionnette. Chloé cria derrière lui. J'ai un moyen de vous protéger si vous témoignez. Témoigner ? Antoine se retourna. Vous voulez mourir ? Parce que c'est ce qui arrive quand on témoigne contre Mercier. C'est ce qui arrive quand on brise le code. Il monta dans sa camionnette, démarra le moteur. Chloé sortit son insigne de la DGSI, le vrai, et le leva bien haut. Antoine la regarda à travers le pare-brise. Son expression ne changea pas. Il s'éloigna. 20 minutes plus tard, la camionnette d'Antoine revint sur le parking. Il resta longtemps assis derrière le volant avant de sortir. Quand il le fit enfin, il avait l'air plus vieux, fatigué. « Laissez-moi revoir cet insigne. » Chloé le lui tendit. Il l'examina attentivement, cette fois le recto et le verso, passant son pouce sur le sceau. « Vous êtes vraiment de la DGSI ? » Oui. « Et vous êtes ici depuis 18 mois, en infiltration, à monter un dossier. » C'est exact. Antoine lui rendit l'insigne, s'adossa à sa camionnette. « D'accord, je vais parler. Mais pas ici. » Ils se rendirent séparément à une aire de repos à 25 km de la ville. Des tables de pique-nique, des distributeurs automatiques, vides à 16 heures. Antoine acheta un Coca-Cola au distributeur. Il en but la moitié avant de parler. « Le système fonctionne comme ça, dit-il à voix basse. Mercier et ses hommes arrêtent des personnes sans papier. Quiconque a l'air d'être en situation irrégulière. Ils les menacent d'expulsion à moins qu'ils ne paient. 5 000 € par personne. S'ils ne peuvent pas payer, ils sont forcés de travailler. Dans des fermes, sur des chantiers, pour le nettoyage de maisons. Sans salaire, pour rembourser la dette. » Chloé avait son téléphone qui enregistrait l'audio. « Depuis combien de temps ça dure ? » Aussi longtemps que j'étais là. Probablement plus. 20 ans, peut-être. Et l'argent va où ? Sur des comptes offshore, en Suisse. Mercier a tout un système. Il tient des registres. Un grand livre de comptes à l'ancienne. En papier. Nom, montant, date. Tout est documenté. Où est ce grand livre ? Dans le coffre-fort de son bureau. Seules 2 personnes ont les clés. Mercier et la mère Leroy. Vous l'avez vu ? Une fois. Avant que je ne réalise ce que je voyais.
Antoine écrasa sa canette de coca vide. C'est là que j'ai commencé à poser des questions. C'est là que Mercier m'a qualifié de problème. 3 semaines plus tard, j'étais renvoyé pour insubordination. Témoignerez-vous contre Mercier? Contre toute la brigade? Il secoua la tête. Ils me tueront. Pas si vous êtes sous protection fédérale. Programme de protection des témoins. Nouvelle identité. Nouvel endroit. Complet. J'ai une famille, l'interrompit Antoine. Une femme, 2 enfants. Vous me demandez de déraciner toute leur vie? Chloé le regarda dans les yeux. Je vous demande de m'aider à arrêter ça avant qu'il n'y ait une 48e victime. Antoine regarda l'horizon. Le soleil commençait à se coucher, orange et rose, saignant à travers le ciel de Provence. Donnez-moi le temps d'y réfléchir, dit-il finalement. Avant que vous ne partiez, dit Chloé, je veux que vous compreniez quelque chose. Tout ce que je fais, tout ce que j'enregistre, est sauvegardé en temps réel sur des serveurs de la DGSI. J'ai du matériel dont ils ignorent l'existence. Elle ouvrit sa veste, lui montra le minuscule microphone attaché à l'intérieur du col, déguisé en bouton. Ça fonctionne depuis 18 mois. Chaque conversation, chaque menace, chaque transaction dont j'ai été témoin est transmise à un serveur cloud sécurisé. Même s'ils détruisent l'appareil, les enregistrements sont déjà stockés. Antoine le fixa. Ils ont pris votre téléphone. Votre matériel. Ils ont pris mon matériel évident. Les choses que je leur ai laissées voir. Elle sortit un petit appareil de sa poche. Il ressemblait à un tube de rouge à lèvres. Ceci est un enregistreur de secours à activation vocale. Et le sac qu'ils ont confisqué hier avait un autre micro cousu dans la doublure. Où est ce sac maintenant? Dans le casier des scellés à la gendarmerie. Chloé consulta son téléphone, afficha un plan du bâtiment. Ce qui est à environ 10 mètres du bureau de la maire Leroy à la mairie. Les murs sont fins dans ce bâtiment. Construit en 1973, parpaing et plaques de plâtre. Antoine comprit. Vous les enregistrez? Chaque mot. Si Mercier rencontre Leroy dans son bureau, s'il discute de quoi que ce soit lié à cette opération, je l'aurai. Antoine marqua une pause. C'est vraiment intelligent. Ça fait longtemps que je fais ça. Chloé referma sa veste. Si vous décidez d'aider, je peux vous protéger. La DGSI a des ressources. Nous pouvons vous mettre, vous et votre famille, sous protection des témoins. Mais j'ai besoin de ce grand livre, Antoine. C'est la preuve physique qui rend tout le reste irréfutable. J'y réfléchirai, dit-il à nouveau. Mais cette fois, sa voix était différente. Cette fois, on aurait dit qu'il pourrait vraiment dire oui. Ce soir-là, Chloé se gara à 3 rues de la mairie. Bonne ligne de vue sur le bâtiment, assez sombre pour être invisible. La réunion du conseil municipal s'était terminée à 19h. La plupart des lumières du bâtiment étaient maintenant éteintes, mais au 2e étage, une fenêtre restait éclairée. Le bureau de la maire Leroy. Chloé mit son oreillette, connectée à la transmission de surveillance à distance du microphone dans son sac confisqué. Le signal était faible mais fonctionnel. Elle pouvait entendre des mouvements dans la salle des scellés. Puis des voix faibles se rapprochant. Elle augmenta le gain. Des pas sur du carrelage. Une porte qui s'ouvre. La qualité du son s'améliora. Ils étaient près du bureau de Leroy. La voix de Mercier. Il faut qu'on parle de Seth Dubois. Chloé ajusta la fréquence, sortit un bloc-notes et un stylo, commença à prendre des notes horodatées. C'était le moment. C'était ce qu'elle attendait. La salle des scellés était à 10 mètres du bureau de Leroy. Le micro n'était pas dans la même pièce où il parlait, mais il était assez proche. Les voix passaient à travers les murs fins du vieux bâtiment, à travers le système de ventilation. Assez proche pour entendre, assez proche pour enregistrer. Chloé observa la fenêtre éclairée. Elle vit des ombres bouger derrière les stores. 2 silhouettes. Elle appuya sur le bouton d'enregistrement de son appareil de secours. Ceinture et bretelles. La transmission principale était déjà en cours vers le serveur de la DGSI, mais elle gardait toujours des copies locales. Parle aussi, chuchotement. À la mairie, Mercier et Leroy commencèrent à discuter de la manière de la gérer,
Et Chloé Dubois enregistra chaque mot. L'audio grésilla, puis devint plus clair. La voix de Mercier. La journaliste est gérée. Je lui ai fait peur. Elle sera partie demain. Le roi. Tu es sûr? Elle semblait persistante à la réunion du conseil. Fais-moi confiance. Elles partent toujours. Le coup de la fausse plaque de la DGSI était bien joué. Je lui accorde ça pour la créativité. Une pause. Des papiers qu'on remue. Le roi. Elle avait de vraies preuves. Rien d'important. Quelques notes, un téléphone cassé. Durand a confisqué son matériel d'enregistrement. C'est dans le casier des scellés. Elle n'a plus rien maintenant. Bien. La voix de Leroy était sèche, professionnelle. Nous ne pouvons pas nous permettre un autre incident comme celui de 2021. Ce reporter de Lyon a failli ne compte pas. Il est parti. Ils partent tous. Chloé écrivait plus vite. Sa main était crispée, mais elle ne s'arrêta pas. Mercier, de nouveau. En parlant d'affaires, le prochain groupe arrive mardi. 15 personnes. C'est 5 000 chacun. Le roi. 75 000. Divisé par 2, 37 500 chacun. Je ferai le dépôt mercredi soir. Compte habituel en Suisse. Oui. Même numéro de routage que la dernière fois. Chloé sentit son cœur s'accélérer. C'était ça. Un aveu direct. Blanchiment d'argent, extorsion, complot. Tout enregistré, tout horodaté. Elle vérifia son téléphone. La transmission principale était toujours active. Les données affluaient vers le serveur de la DGSI en temps réel. Même si Mercier la trouvait maintenant, même s'il détruisait tous les appareils qu'elle possédait, cette conversation était déjà préservée dans les bases de données fédérales. Une preuve. Admissible. Incontestable. Assure-toi que Durand se fasse discret pendant quelques semaines, continua le roi. Après cette scène à la station-service, on n'a pas besoin d'attirer l'attention. Il est solide. Tous mes hommes sont solides. Ils ont intérêt. Nous avons bâti cette opération pendant 2 décennies. Je ne vais pas la voir détruite par une journaliste avec un carnet. Tu ne la verras pas, dit Mercier. Je te le promets. L'enregistrement continua. Chloé continua d'écrire. À minuit, Chloé utilisa son téléphone crypté pour appeler l'agent spécial responsable. Nicolas Moreau répondit à la 2e sonnerie. Dubois. Rapport de situation. Monsieur, j'ai des aveux enregistrés. Mercier et la mère Leroy discutant des paiements d'extorsion. 75 000 € d'un nouveau groupe arrivant mardi. Mention directe de compte en Suisse. Une pause. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Excellent travail. J'ai aussi un témoin potentiel. L'ex-gendarme Antoine Perrin. Il a vu le grand livre. Il connaît le système de l'intérieur. Si je peux le convaincre de témoigner, non. La voix de Moreau était ferme. Annuler l'opération. Exfiltration immédiate. Chloé se figea. Monsieur? Vous avez été compromise. Ils savent que vous enquêtez. La situation est trop dangereuse. Nous utiliserons les enregistrements que vous avez déjà collectés et monterons le dossier depuis la capitale. Avec tout mon respect, monsieur. Je suis sur le point de mettre la main sur le grand livre physique. C'est la preuve irréfutable. C'est ce qui rend ce dossier blindé. Agent Dubois. C'est un ordre. Exfiltration dans les 48 heures. Quelque chose dans sa voix clochait. Trop rapide, trop pressé de clore l'enquête alors qu'ils étaient sur le point de percer. Compris, monsieur, dit Chloé, mais elle ne comprenait pas. Elle mit fin à l'appel et resta assise dans sa voiture, regardant le bâtiment sombre de la mairie. Son instinct hurlait. Quelque chose n'allait pas. 3 heures plus tard, à 3h47 du matin, le téléphone de Chloé vibra. Un SMS d'Antoine. Ils savent. Mercier vient de m'appeler. Il a posé des questions sur la femme de la DGSI. Tu es grillé. Pars d'ici. Le sang de Chloé se glaça.
Elle l'appela immédiatement. Il répondit en chuchotant. Comment savait-il qu'il fallait te contacter? Demanda Chloé. Je ne sais pas. J'ai été prudent. Personne ne nous a vus à l'air de repos. Qu'est-ce que Mercier a dit exactement? Il a dit, je sais que tu as rencontré Seth Dubois aujourd'hui. Je sais ce qu'elle essaie de faire. Si tu lui parles encore, tu es fini dans ce village. Toi et ta famille. La voix d'Antoine tremblait. Il connaissait l'heure exacte. Il savait où nous nous étions rencontrés. Quelqu'un lui a dit. Qui d'autre était au courant de notre rencontre? Personne. Juste toi et moi. L'esprit de Chloé tournait à plein régime. Elle avait fait son rapport à Moreau à minuit. 3h30 plus tard, Mercier était au courant pour Antoine. Non. Ce n'était pas possible. Elle ouvrit sa messagerie cryptée sur son téléphone. Se connecta au système interne de la DGSI en utilisant ses identifiants d'accès d'urgence. Elle trouva ses rapports récents à Moreau. Puis elle le vit. Moreau avait transféré ses 3 derniers rapports. Non pas à la direction de la DGSI, mais au procureur de la République, Philippe Dubois. Et Dubois avait mis quelqu'un en copie. Quelqu'un avec une adresse email se terminant par saint-rémy-gendarmerie.fr. La fuite ne venait pas d'Antoine. La fuite venait de l'intérieur même de la DGSI.